Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle série d'émissions. Nous y abordons au moins une fois par mois un aspect des changements qui s'opèrent sur le continent africain et ailleurs sur le plan économique. Nous parlerons surtout des dynamiques derrière ces changements, des acteurs, le sens, etc. Et pour débuter cette série, nous avons avec nous le professeur Edgar Nyansounou. Edgar Nyansounou est professeur d'université, plus précisément professeur honoraire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, en Suisse. Il est le fondateur et président d'une association internationale, le Mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, créé en 2022 et dont une section nationale a été installée la même année au Bénin. Le professeur Edgar Nyansounou est auteur de plusieurs ouvrages politico-économiques, on va dire. L'Afrique face à la mondialisation, c'est le premier paru en 2005. Et En finir avec le franc des colonies françaises d'Afrique, paru en 2011. Professeur Edgar Nyansounou, bonjour, bienvenue. Merci, M. Anwassé, de me recevoir dans cette belle ville de Porto-Novo. C'est un plaisir. Nous parlerons notamment, j'avais dit tantôt, du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, MFSG en abrégé. Nous avons dit mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, certains auraient fait un lien avec l'AES, avec l'actualité, et pourtant, disais-je aussi, le MFSG est créé depuis 2022, professeur Edgar Nyansounou. Tout à fait. Le MFSG est créé depuis 2022, mais après une maturation qui date du début des années 2000. Cette maturation concerne en fait une réflexion sur les conditions de développement des pays africains. Et ceci m'a poussé à écrire un premier livre, L'Afrique face à la mondialisation, construire l'Afrique de demain autour d'une éthique de dignité. Donc, j'aurai l'occasion, lors de cet entretien, de préciser donc les bases de cette réflexion. Alors, professeur Edgar Nyansounou, vous, avec le mouvement des fédéralistes sahéliens, vous faites beaucoup de réflexions, vous menez beaucoup de réflexions sur l'Afrique, notamment les enjeux politiques et économiques. Vous menez notamment des réflexions ces derniers temps sur l'intégration africaine, l'intégration particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, et vous vous êtes donné même des objectifs pour vous. Eh bien, le plan que vous proposez à l'Afrique de l'Ouest, c'est en 2 étapes. Une première étape, de maintenant jusqu'en 2040, puis à partir de 2045 commence une nouvelle étape. Nous allons alors parler de tout cela, mais avant, parlez-nous du mouvement en lui-même, le MFSG, le mouvement des fédéralistes sahélo-sahéliens. Qu'est-ce que c'est? Alors, le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, c'est une association. C'est pas un mouvement de politique partisane. C'est une association qui a été créée en Suisse, qui est une association donc internationale, qui vise à promouvoir une intégration politico-économique de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi, disons, aller vers une intégration politico-économique? Parce que le paradigme d'intégration qui prévaut actuellement, qui est essentiellement économique, ne fonctionne pas. On s'est rendu compte, en tout cas en Afrique de l'Ouest, que la CEDEAO, qui a été créée maintenant depuis 1975, après de nombreuses décennies, n'a pas permis d'atteindre les objectifs qui, globalement, consistaient, disons, à accroître la part des échanges intracommunautaires. Nous en sommes encore autour de 15% d'échanges intracommunautaires. Et ceci s'explique par le fait que chaque État, chacun des 15 États qui avaient, avant le départ de l'AES, espère s'en sortir tout seul et développe tout seul des relations avec l'extérieur. Donc, si nous voulons réellement une intégration de la sous-région
Et je reviendrai dessus tout à l'heure, ce n'est pas pour la beauté de l'intégration. L'intégration est une nécessité. Si nous voulons vraiment une intégration, il faut une volonté plus forte. Donc il faut une intégration politico-économique. Et la fédération est le mode qui permet cela. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à promouvoir à terme une fédération de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Et compte tenu, disons, de l'existant, la réflexion nous a poussé à penser que cette intégration ne peut pas se faire tout d'un coup. Le Nigeria existe, est déjà une fédération de 36 États. Et pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, les autres États qui existent ne vont pas vouloir entrer dans le Nigeria parce que le Nigeria est une fédération qui est centralisée. L'État central, là, détient en quelque sorte la souveraineté de toutes les ressources naturelles du pays. Donc, les pays qui sont indépendants actuellement ne vont pas vouloir remettre la souveraineté de leurs ressources dans les mains d'un État qui est centralisateur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prônons une deuxième fédération décentralisée qui laisse à chaque État la souveraineté sur ses propres ressources naturelles, mais qui mutualise un certain nombre de fonctions, telles que la défense, pour la sécurité collective, telles que l'espace, plus de frontières entre ces pays, telles que la diplomatie, ainsi de suite. Mais les gouvernements nationaux gardent des prérogatives importantes. Donc voilà, donc dans un premier temps, deux fédérations vont coexister, vont collaborer intimement. Et puis l'idée, c'est en passant par une confédération, nous aboutissions à une fédération de l'Afrique de l'Ouest si le Nigeria se décentralise davantage, si la fédération nigériane devient moins centralisée, si son économie dépend moins du pétrole. Voilà un peu le schéma. Disons, professeur Edgar Nyansounou, votre proposition, votre schéma, le schéma du MFSG est parti d'un constat, le constat de, on va dire, l'échec en griffe de la CEDEAO, de l'intégration voulue par les pays depuis mai 1975. Oui, tout à fait. Bon, il ne faut pas, comme on dit, jeter l'eau... avec le bébé. Avec le bébé. Il y a eu des acquis au niveau de la CEDEAO. Il y a des infrastructures qui ont été construites. Nous avons le passeport de la CEDEAO. Mais on peut dire que la CEDEAO est surtout, disons, une communauté qui a décidé de beaucoup de conventions. Et parmi ces conventions, même la ratification, disons, de nombreuses par les États, cette ratification n'a pas abouti. Donc, ceci s'explique par le fait que chacun des États veut garder sa souveraineté. Voilà, veut garder sa souveraineté et pense pouvoir s'en sortir tout seul. Donc, la CEDEAO paraît un peu artificielle, comme non seulement artificielle, mais un peu empruntée. C'est-à-dire que nous essayons d'imiter l'Union européenne, qui est d'ailleurs un des sponsors de la CEDEAO, et nous n'avons pas fait l'effort d'abord de conceptualiser l'intégration pour répondre à nos besoins. Et nos besoins, quels sont-ils? Parce qu'il faut partir des besoins. Nous sommes la région du monde où le taux de croissance démographique est le plus élevé. Et pour faire face à cette population jeune, pour faire face aux emplois, aux infrastructures sociales, nous avons besoin de générer des richesses, de produire des richesses. Et le mode de production qui est le plus intensif en emploi, c'est l'industrialisation. Or, lorsque vous regardez l'Afrique de l'Ouest, qui compte aujourd'hui autour de 460 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 millions de plus que l'Union européenne, vous voyez donc un potentiel humain important, mais dans ces 460 millions d'habitants, le Nigeria représente 50%. Vous n'allez pas me dire que le Nigeria aurait les mêmes droits que le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, etc. Donc c'est un peu artificiel. Le Nigeria tente de s'industrialiser, mais les autres petits pays à côté ne peuvent pas, pour une raison claire.
Nous n'avons pas le marché intérieur nécessaire pour développer un tissu industriel. Pas que nous ne puissions pas développer des entreprises. Nous en développons, il y a des entreprises qui existent. Mais ensemble, on est un marché important et on existe pour ça. La CEDEAO existe, ou l'UEMOA existe pour ça. Exactement. Mais ni l'UEMOA ni la CEDEAO n'ont réussi à atteindre cet objectif-là de créer un bassin, disons, de consommateurs qui puisse porter un processus d'industrialisation à l'échelle, disons, de la sous-région. Donc ça, c'est le constat qui est fait et qui est partagé par tout le monde, mais on ne réfléchit pas souvent sur l'alternative. Est-ce que l'alternative, c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, ou est-ce qu'il faut se faire violence pour aller vers un nouveau paradigme? Et c'est la raison d'être du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Alors, pourquoi le mouvement ne pense pas qu'on pourrait partir, n'est-ce pas, de l'existant, justement, réparer l'existant pour améliorer la dynamique? Parce que l'existant, comme vous dites, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO, c'est l'UEMOA, c'est les organisations sous-régionales. Voilà, moi je parle même pas de l'UEMOA, parce que l'UEMOA a certes ses acquis, mais la base de création de l'UEMOA, les pays entre guillemets francophones, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Qualifier le béninois de francophone, donc l'écarter de ce gros voisin-là qui est le Nigeria, vous voyez, ça pose des problèmes fondamentaux, des problèmes d'identité. Si vous regardez le Bénin, la majorité de la population béninoise, le peuplement, disons, du Bénin, en grande partie, vient du Nigeria. La population sud, d'origine Adja-Fon, le royaume de Tado a été créé par quelqu'un qui vient d'Oyo. Les Bariba, si vous voulez, donc... Les Bariba, c'est pareil. Les racines du Nigeria. Voilà, oui. Donc, on ne peut pas accepter, et c'est malheureusement, selon moi, la défaite de l'élite de nos pays. Et quand je parle de l'élite, je ne m'exclus pas, on n'a pas fait l'effort nécessaire pour refuser les conditionnements qui fait qu'il y a une dichotomie entre ce que vit la population dans sa majorité et les pays institutionnalisés, les gouvernements, les élites, ils sont beaucoup plus proches d'un système francophile. Donc il y a donc cette dichotomie-là et il faut la réparer, sinon nous sommes dans une impasse. Voilà. Donc l'UEMOA, on peut construire à partir de l'UEMOA. Je vais peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais on ne peut pas se satisfaire de l'UEMOA telle qu'elle existe aujourd'hui. La CEDEAO, vous connaissez ses problèmes. Il y a l'AES qui est parti. Donc, il faut renouveler la réflexion sur l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si votre réflexion est faite, comment pensez-vous pouvoir, disons, l'imposer? Je voulais éviter le mot, mais comment allez-vous faire pour que cela soit accepté et soit une solution d'ici l'horizon 2045? Voilà, il faut la partager, il faut la promouvoir. Donc, les stratégies que nous envisageons, il y en a deux. Une stratégie du bas en haut, bottom-up, c'est-à-dire il faut entrer en dialogue avec les sociétés, avec nos sociétés, expliquer aux acteurs la nécessité de se mettre ensemble. Et puis, une stratégie top-down, du haut en bas, en partant de l'existant. Nous avons parlé de l'UEMOA. L'UEMOA regroupe 8 anciennes colonies de la France. Vous voyez, ce que nous préconisons là, si l'UEMOA se libère de l'emprise française, accueille le Ghana, le jeu est presque fait. Parce que vous avez les autres pays les autres pays anglophones et portugais. Le reste, je ne vais pas parler de pays anglophones, excusez-moi.
Donc, mais le Libéria, la Sierra Leone, la Sierra Leone, c'est de petits pays. Hein. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif. Hein. Mais ces pays vont être emportés par la dynamique. Si jamais le Ghana entrait dans une UMOA qui est rénovée, c'est-à-dire qui est beaucoup plus autonome, ne dépend plus de la France, et nous pouvons construire à partir de cette UMOA-là. Donc, ça, c'est notre stratégie. Donc, pour moi, ce n'est pas une réflexion de doux rêveur, c'est faisable. Et la fédération ne fait pas disparaître les pays tels qu'ils existent. La fédération permet de mutualiser un certain nombre de fonctions et nous voyons bien que nous avons besoin d'une mutualisation forte. Nous avons vécu le drame du 8 janvier. Et c'est quelque chose qu'on peut pas s'expliquer. Vous parlez du drame au Bénin. Terroriste, oui, donc au Bénin. L'attaque au point triple à Banikwara au Bénin. Exactement, et ça, c'est vraiment le symptôme que de gros efforts doivent être faits pour mutualiser notre sécurité. Et cette sécurité-là, pendant longtemps, on a pensé que c'était les pays du Sahel qui étaient menacés par le djihadisme, etc. Et puis maintenant, les pays du Golfe de Guinée se rendent compte qu'ils sont concernés. Ils sont concernés. Et sans une réelle intégration de la sécurité collective, ils ne sont pas à l'abri. Voilà. Donc ce qui est valable pour l'économie l'est également pour la sécurité collective. Et puis, la libre circulation des biens et des personnes. Tout le monde sait que si vous vous déplacez en véhicule de Cotonou à Abidjan, vous constatez concrètement qu'il n'y a pas de libre circulation. Les marchandises, n'en parlons pas. Donc, il faut une volonté plus ferme si nous voulons travailler pour les générations futures. Alors, dites-nous, professeur Edgar Yansounou, qui sont les fédéralistes sahélo-guinéens? Alors, les fédéralistes sahélo-guinéens, c'est des adhérents. Donc, au Bénin, il y en a 150. Il y a 150 adhérents qui sont pour la plupart des jeunes. Parmi eux, il y a des jeunes sans emploi qui ont compris que la vie qu'on leur destine n'était pas très rose et que pour s'en sortir, il faut profiter aussi des opportunités qu'il y a en dehors du Bénin. Il y a des gens qui travaillent, des personnes qui sont actives, mais nous cherchons encore, nous cherchons des personnes, disons, qui peuvent être motivées, convaincus par la cause que nous défendons. C'est aussi la raison pour laquelle, c'est la raison de cette émission, pour faire connaître. Justement, j'allais dire, si c'est les jeunes, des jeunes sans emploi et peut-être sans perspective, grande perspective, aujourd'hui, ils seraient venus dans l'espoir de peut-être capter quelque chose juste de ce mouvement, alors que c'est tout sauf l'un des objectifs de ce mouvement. Exactement. Et c'est effectivement ce que nous rencontrons aussi. C'est-à-dire que nous rencontrons des attentes à court terme, alors que nous travaillons pour des perspectives à moyen et long terme. Alors, quelles sont les cibles qui devaient pouvoir s'intéresser à votre mouvement? Quelles sont les cibles qui devaient venir à vous pour atteindre vos objectifs? Je pense que les cibles sont assez larges. Je pense que les entrepreneurs qui voient bien concrètement que ils peuvent pas développer leur activité facilement du fait, disons, de ce cadre qui existe et qui les restreint. Voilà, donc vous avez les entrepreneurs, vous avez les citoyens ordinaires, vous avez les journalistes, vous avez, je sais pas, les avocats qui voient bien que dans chacun de nos pays, la justice est contrainte et qu'il faut peut-être sortir par le haut avec aussi une mutualisation de la justice, penser à une justice fédérale basée sur des principes qui sont admis par les États et où il y a un contrôle. C'est-à-dire qu'il faut sortir du monopole, en quelque sorte, qui est beaucoup plus facile
dans différents domaines, dans nos petits États. Voilà, en fait, toute la société, normalement, devrait être intéressée par ce que nous proposons. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous adressons à tous. Et vous n'êtes pas intéressé par les décideurs, en l'occurrence les politiques? Oui, bien sûr, nous sommes aussi intéressés par les politiques. Nous voulons entrer en discussion avec les politiques, tout en étant conscients des limites, parce que les politiques, je ne vais pas exagérer, le débat politique dans nos pays aujourd'hui, même si on ne le dit pas, il tourne autour des miettes des marchés publics. Donc la participation, disons, au marché public. Alors, selon les pays, quand on est une démocratie plus ouverte, on peut partager entre plusieurs acteurs politiques. Quand on est une démocratie beaucoup plus autocratique, c'est plutôt une sorte de monopole. On veut pas partager. Donc, les débats, les discussions, les batailles entre ceux qui sont au gouvernement et ceux qui sont dans l'opposition, c'est, même si on ne le dit pas, c'est entre combien de partis on peut partager. Or, tout ceci, ça coûte cher à nos pays. Aux citoyens contribuables, vous voulez dire? Ça coûte cher aux citoyens contribuables, que ce soit le Bénin ou que ce soit les autres pays africains. La logique est la même et ça coûte cher parce que voilà, on choisit pas les prestataires sur une vraie base de compétition. Et ceux qui payent, c'est les contribuables. Donc, cette bataille-là, il faut mettre en place un vrai État de droit. Un État qui soit neutre, entre guillemets, mais qui essaye d'être neutre du point de vue, disons, des intervenants économiques, des acteurs économiques. C'est une bataille, malheureusement, de long terme, parce que nous partons de loin. Voilà, donc il faut être conscient de ces limites-là, mais bien sûr, nous devons discuter avec les acteurs politiques aussi. Alors, quelle est la nuance, professeur Edgar Yansounou, entre ce que vous prônez, et votre, on va dire, idéologie, votre courant, et ce qu'on entend, ce qui est dans l'air du temps, le panafricanisme, ce qui est véhiculé par des personnages comme Kémy Séba aujourd'hui? Le panafricanisme avait pour objectif et continue d'avoir pour objectif d'ailleurs la création des États-Unis d'Afrique. Donc une fédération. Toujours, au plan continental. On est toujours à l'intégration à un autre niveau. On est toujours à l'intégration à un autre niveau. Or, si on fait une analyse géopolitique objective, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Maghreb est beaucoup plus tourné vers l'Europe que vers l'Afrique subsaharienne. Bon, il faut encore nuancer. Au Maghreb, si on prend un pays comme le Maroc, tourné vers l'Europe. Si vous prenez un pays comme l'Algérie, il a ses intérêts, il a ses partenaires. OK. Mais aujourd'hui, alors qu'à la veille des indépendances, ce panafricanisme-là était justifié parce que cherchait à ce qu'on puisse défendre les ressources naturelles des pays africains, de nouveaux pays indépendants. Aujourd'hui, vouloir tout d'un coup un gouvernement fédéral continental paraît irréaliste. Il faut en tout cas partir, il faut y aller par étapes. Donc la différence entre ce que nous promouvons et puis le panafricanisme tel qu'il est exprimé, c'est que nous allons commencer par des fédérations sous-régionales. Essayer, disons, de les consolider. Et puis le panafricanisme plus large au niveau continental serait une étape plus tard, entre ces fédérations sous-régionales. Et puis notre mouvement s'intéresse particulièrement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais ce modèle-là peut être également appliqué dans d'autres sous-régions. D'autres estiment que pour arriver à une intégration complète de l'Afrique, il faut des intégrations sous-régionales solides, assez solides d'abord.
Voilà, tout à fait. Et ce que nous préconisons, c'est justement des intégrations sous-régionales. Sectionnées. Non, des intégrations sous-régionales, parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est une sous-région. Nous voulons une fédération en Afrique de l'Ouest. Et puis là également, par réalisme, nous disons que cette fédération ne peut pas se faire tout d'un coup. Il faut y aller par étapes. Et nous proposons 2 à 3 étapes. Voilà. Mais nous ne sommes pas contre le panafricanisme. Mais le panafricanisme doit être vu aujourd'hui comme étant un but ultime en termes d'intégration politique et économique de l'Afrique. Mais il faut commencer, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que cela se produise. Parce que si on attend que ça se produise, ça devient juste de l'activisme, juste des discours et des agitations. Et on n'entre pas en mouvement. Et vous pensez certainement que c'est le cas actuellement? C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Alors, professeur Edgar Yansounou, revenons à la mission première donc du MFSG et de comment le mouvement entend atteindre ses objectifs. La première étape, à savoir consolider la fédération des autres États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de la CEDEAO, disons, en dehors du Nigeria. Comment cela va se faire de manière concrète? Alors, de façon concrète, comme j'ai expliqué qu'il y avait deux stratégies. Si je prends la deuxième stratégie qui part de l'UMOA, il faut convaincre les acteurs politiques du Ghana que voilà, ils peuvent contribuer à ce renouvellement de l'idée du panafricanisme. C'est justement la question qui vous est adressée, qui vous est posée. Comment convaincre mettez-vous dans l'exercice que c'est vous qui parlez aux autorités ghanéennes, aux décideurs ghanéens. C'est ce que nous faisons en ce moment. Tout à fait. Mais les décideurs ghanéens verront rapidement que... pourquoi? Parce que le gouvernement ghanéen aujourd'hui est un gouvernement qui est héritier un peu. Donc le président Mahama, donc le nouveau, il comprend tout à fait cet enjeu parce qu'il est héritier de la pensée de Kwame Nkrumah. Le père du panafricanisme, comme on le désigne. Tout à fait. Donc il comprend que l'économie ghanéenne va se développer plus rapidement si on se libère, disons, de ces contraintes-là de fragmentation qui existent. Donc les acteurs économiques du Ghana, comme les acteurs économiques des autres pays, du Bénin, lorsque je parle avec des acteurs économiques au Bénin, ils me citent plein d'exemples qui montrent qu'ils ont compris que le besoin est là. Ne serait-ce qu'en termes de marché, élargissement du marché. Élargissement du marché. Élargissement du marché. Lorsque je parle à certains militaires, ils comprennent les contraintes qui existent. Il y a des contraintes simples. Se fournir en équipement militaire, c'est pas simple parce que vous avez des contraintes à ce niveau-là. Et pourtant, cela ne se fait pas dans la sous-région. Cela se fait souvent avec l'Occident. Oui, cela se fait avec l'Occident. Mais vous ne pouvez pas acheter les armes n'importe où. Ah ouais? Vous ne pouvez pas acheter les armes n'importe où. Ça dépend avec qui vous avez de coopération militaire, par exemple. Ça dépend avec qui vous avez de coopération militaire, mais ce n'est pas que la coopération militaire. C'est que les devises, la gestion des devises, pour les anciennes colonies françaises, excusez-moi, disons, d'utiliser ce terme, parce que je n'aime pas le terme francophone, il reste aujourd'hui un contrôle sur cette gestion-là. Le contrôle de la France. Oui, même s'il y a plus de pourcentage de recettes. Donc, le Trésor français, c'est, si vous avez un contrat avec la Chine, avec la Turquie, etc., ils sont informés que vous avez un contrat. Et ils ont la capacité de vous bloquer. Ah ouais. Et ceci se fait. Donc, il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là, qui fait que la gouvernance aujourd'hui est difficile dans beaucoup de nos États.
Et si ces conditions cadres-là, on ne les change pas, nous sommes réellement dans une impasse. Et ça, les acteurs politiques peuvent le comprendre facilement. Et le Ghana, actuellement, c'est une fenêtre dont nous avons envie de profiter, une fenêtre de 4 ans, avec un gouvernement qui est acquis à ce genre d'idées. Et notre intention, c'est de nous rapprocher du gouvernement ghanéen et puis de lui expliquer la nécessité que le Ghana, nous avons essayé aussi avec le Sénégal, qui pourrait jouer un rôle dans ce domaine pour emporter l'adhésion des autres. Donc voilà concrètement ce que nous essayons de faire. Et si c'est appuyé en plus par la base, ça aura d'autant plus d'efficacité. Est-ce que c'est dans cette perspective et dans cette logique que le Ghana, tout récemment, avec le tout nouveau président, vient de nommer un ministre, un responsable chargé de mission auprès des pays de l'AES? Je pense que le Ghana ressent bien donc les dégâts, l'affaiblissement que procure la fragmentation liée au départ de ces 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le Ghana veut rattraper ce qu'il a manqué à travers la CEDEAO des 15 avec le départ des pays de l'AES. Ouais, on ne peut pas dire que le Ghana veut rattraper ce qu'il a manqué. Non, je pense que le Ghana essaye de jouer sa partition. C'est vrai que c'est le Togo et puis le Sénégal qui ont été choisis pour faire de la médiation. Je pense que le Ghana essaie de jouer sa partition dans le rattrapage, disons, du fossé qui se crée entre ces 3 pays et le reste. Parce qu'il faut penser globalement à l'Afrique de l'Ouest. Ces tentatives de création de confédération à 3 États, pour moi, c'est pas très viable. C'est pas très viable. Il faut penser à l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Il faut penser à une dynamique qui permette, disons, d'avoir une réelle intégration et pas de nouveau fragmenter les regroupements. Et cela ne peut pas, ne serait-ce que être, disons, une pédagogie, ça peut être une sonnette d'alarme. Ça peut être un début de quelque chose. Ah, bien sûr. Je crois que c'est un début de quelque chose, mais il ne faut pas s'arrêter à ce début-là. Il faut capter d'autres pays. Je ne dis pas qu'il faut capter d'autres pays dans l'AES. Je dis qu'il faut, comme le mouvement des fédéralistes essaient de le penser, il faut penser à une dynamique qui soit globale, même si c'est en différentes étapes, et pas à une confrontation entre des regroupements de pays au sein de l'Afrique de l'Ouest, parce que ça va contribuer à nous affaiblir. Davantage. Voilà, tout à fait. Et pourtant, quand on vous écoute, professeur Edgar Yansounou, l'une des faiblesses, c'est la volonté politique. C'est vrai que vous avez parlé de 2 bases, soit par le sommet, soit par la base comme stratégie, mais il est probable que si la volonté politique y est, eh bien, on y arriverait encore plus rapidement. Ah oui, bien sûr. Et pourtant, on sait que cette volonté politique, pour des raisons d'ego, souverain, chaque pays souverain, on n'y parviendrait pas du jour au lendemain. Tout à fait. Je ne parle pas des obstacles comme la France et autres dont vous avez parlé. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais la volonté politique, il faut travailler sur la volonté politique. Il faut comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faut entrer en dialogue avec les hommes politiques. Il faut en trouver quelques-uns, peut-être pas tous. Il faut en trouver quelques-uns qui peuvent jouer ce rôle-là de catalyseur. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai pensé déjà à certains pays. Comme le Ghana, comme le Sénégal, où les dirigeants ont une orientation qui va un peu dans ce sens. C'est entrer... Mais les dirigeants, ça peut changer à tout moment. Oui, ça peut changer à tout le moment. Ça peut changer à tout moment. C'est la raison pour laquelle il faut profiter des opportunités. Il faut profiter des fenêtres qui existent de façon à mettre ce débat sur la table. Et puis à commencer à bouger les lignes. Et ça, c'est ce que nous faisons déjà.
C'est-à-dire que nous essayons d'entrer en contact avec des dirigeants pour ouvrir cette discussion, qui est, je l'avoue, pour le moment assez marginale, parce qu'on est tellement dans le paradigme chacun pour soi. Et l'instantané. Que voilà, lorsqu'on parle de cela aux gens, ils pensent que c'est irréaliste, alors que c'est tout sauf irréaliste. C'est une nécessité. Et entre l'approche par la base, par les citoyens, et l'approche par le sommet, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut prioriser? Les deux. Il faut suivre les deux parallèlement, parce que la première approche renforce la deuxième approche. S'il y a une pression des acteurs politiques pour aller des acteurs économiques, des citoyens à la base, des acteurs économiques pour aller dans cette direction, c'est la plus facile pour les politiques de suivre. Donc, c'est deux approches parallèles que nous essayons de mener. Mais vous avez donné des échéances. Ces échéances ne tiennent sans doute pas compte de ces obstacles éventuels, non? C'est parce que nous sommes conscients de ces obstacles-là que nous avons mis des échéances à 2040, à 2045 pour nous donner le temps. Vous allez me dire que c'est arbitraire. Si ça peut se passer avant, c'est mieux. Si ça se passe aussi après, pourquoi pas? C'est sûr. Mais il a fallu poser quelques jalons et puis voilà. Donc nous sommes conscients des difficultés, mais aussi de la nécessité. Et si nous ne le faisons pas, je crois que ça ne va pas se faire. Quand je dis nous, c'est pas que M. Yansounou et ceux qui sont membres actuellement, mais je parle de nos sociétés. Si les citoyens ne prennent pas en charge cette problématique, le conditionnement que nous vivons, ce conditionnement-là va se poursuivre. C'est-à-dire le Bénin où l'élite se dit francophone, le système d'éducation, qui est un système d'éducation hérité de la période coloniale où on ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller vers les autres. Normalement, dans un pays comme le Bénin, l'anglais devrait être appris aux enfants à bas âge. Au même titre que le français. Au même titre que le français. Le français ne devrait pas être privilégié par rapport à l'anglais, compte tenu du poids du Nigeria. Donc, il faut aussi passer par ces changements-là. Et ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Alors, professeur Edgar Yansounou, l'association internationale, le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens a implanté sa sous-section au Bénin depuis 2022, depuis la création de cette association internationale. Mais le chantier est grand et presque vierge quand on parle des autres pays. Oui. Comment entendez-vous vous y prendre? Voilà, donc ce que j'avais pensé, c'est consolider la section béninoise au travers de ses activités de façon à montrer déjà ce qui a été fait concrètement et ne pas aller tous azimuts compte tenu de nos moyens limités. C'est la raison pour laquelle, connaissant davantage le Bénin, nous avons commencé par le Bénin et j'avoue que on ne va pas attendre d'avoir des sections dans tous les 15 pays avant d'avoir des attentes sur des résultats. Là où il n'y a pas de section, on aura des représentants, disons, de mouvements, qui nous permettront aussi de donner des conférences, d'organiser des rencontres, de façon à pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà un peu la stratégie que nous menons. Et cela est planifié, cela pointe à l'horizon, aller dans les autres pays, je veux dire. Oui, nous avons commencé avec le Burkina Faso, avec le Sénégal. Nous avons une tentative au Ghana aussi, où il y a quelques partenaires avec lesquels nous sommes en contact. Pour le moment, c'est ce qui existe. Alors, la dénomination de l'association, c'est Mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Oui.
mal vous en prend avec l'actualité, c'est vite confondu avec l'AES qui vient à la conquête des pays de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO. Vous avez déjà intégré ça? Comme vous l'avez dit, notre mouvement existe avant la création de l'AES. Et l'AES a une problématique, certes voisine, mais il n'y a pas de confusion possible. L'AES est une confédération qui regroupe 3 pays. Le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens vise à créer une fédération qui regroupe 14 pays. Donc, compte tenu, disons, de la situation, compte tenu du contexte, je pense que ce que nous préconisons peut être une solution possible à la fragmentation causée par l'AES. Donc, il n'y a pas de confusion. L'AES a été créée, il faut pas se mentir. L'AES a été créée suite aux sanctions qui ont été imposées par les organisations régionales, la CEDEAO notamment, contre ces pays enclavés, ce qui a été une erreur grave. Ce qui a été une erreur grave, selon moi. De la CEDEAO, de l'AES. De la CEDEAO. De la CEDEAO, parce que certaines sanctions qui ont été imposées étaient tout à fait illégales. C'est-à-dire, la charte de la CEDEAO ne justifie pas ce genre de sanctions. Donc, je pense que ces décisions qui ont été prises étaient en réaction à ce contexte. Donc, pas forcément des décisions issues d'une réflexion globale sur ce qu'il faudrait en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est clair, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre la création de l'AES et les objectifs du mouvement, même s'il faut partir de l'existant. Il faut partir de ce qui existe. On ne peut pas faire fi du fait que l'AES existe. Donc, il faut entrer aussi en dialogue avec les dirigeants de l'AES pour leur expliquer que, dans leur propre intérêt, nous ne pouvons pas en rester là. Il faut avoir une vision qui est plus large. Est-ce que vous ne pensez pas que l'intérêt ou l'un des intérêts principaux des dirigeants de l'AES aujourd'hui, c'est leur sécurité, et la sécurité, ça passe par s'accrocher au pouvoir? Voilà. La sécurité des pays ne passe pas par s'accrocher au pouvoir. Je parle des dirigeants actuels, les militaires au pouvoir dans les pays de l'AES. Je n'ose pas les appeler les putschistes, comme dirait mais bon, on peut les appeler les putschistes, mais il y a possibilité de sauvegarder leur sécurité tout en maintenant une autre dynamique que la dynamique qui est aujourd'hui en cours et qui, effectivement, fait penser qu'ils vont développer toutes les stratégies pour rester au pouvoir pendant longtemps. Il faut dire que la question de la souveraineté des États, c'est une question importante qui ne se limite pas à qui est au pouvoir. Et cette question qu'il pose, il faut pas la nier, parce que c'est pas parce que des militaires sont au pouvoir que systématiquement il faut décider que les arguments qu'ils avancent n'existent pas. Nous avons dans tous nos pays des problèmes de souveraineté, que ce soit des gouvernements civils ou des gouvernements militaires qui sont là. À commencer par comment nos dirigeants sont préemptés par l'extérieur. Est-ce que ce sont vraiment les citoyens qui les choisissent? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Donc, à partir de ce moment-là, les dirigeants militaires qui sont au pouvoir, c'est un problème parmi d'autres. Donc, et nous savons qu'il y a les moyens par la négociation, par des mécanismes qui existent, qui ont été pratiqués à plusieurs reprises, d'obtenir que la sécurité de ceux qui sont là actuellement, une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, puisse être sauvegardée. Alors, cette émission, professeur Edgar Yansonneau, c'est en ligne, c'est sur Internet, c'est mondial, c'est un peu partout, dans tous les pays du monde. Si quelqu'un s'intéresse au mouvement, si il veut faire partie donc des membres du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, comment faire? La personne peut directement s'adresser à moi. Je vous donne mon adresse email, Edgar avec D à la fin, point Yansonneau, Yansonneau, G
@nansounou@gmail.com. Et comme cela, on peut vous contacter très facilement. Très facilement, et j'entrerai en dialogue avec les personnes, en dehors même de leur adhésion ou non au mouvement. Je suis intéressé d'entrer en dialogue avec toute personne intéressée par la problématique. Professeur Edgar Niansounou, on arrive au thème de cette émission. Merci, M. Anwassé. Merci à vous, merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que Edgar Niansounou est professeur d'université, plus précisément professeur honoraire de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, en Suisse. Il est le fondateur et président d'une association internationale, le Mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, créé en 2022 en Suisse, en Europe. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. Samuel Hongyo a assuré la réalisation technique de cette émission. Enjeux économiques, rendez-vous une prochaine fois. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Une prochaine fois.